pouvez vous asseoir. Matin. Bonjour, Mme Magrafière. Est-ce qu'on peut faire demander aux parties de s'identifier? Oui. Marie-Claude Sarrazin pour la commission. Bonjour, Alexandre Thibault pour la commission. Bonjour, Éric Desaulniers pour la commission. Bonjour, M. le commissaire. Bonjour à tous. Sébastien Laprise, Langlois-avocat pour la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour, M. le commissaire. Bonjour à tous. Audrey Gagnon, Langlois-avocat pour la Société également. Bonjour, M. le commissaire. Edith Geneviève Chiasson pour la Société. Merci. Bonjour, Philippe Clément du bureau Blanc-Leroy pour le procureur général du Québec. Alors, bon matin à tous. On a M. Pelletier. M. Pelletier, on va vous assermenter. Ensuite de ça, vous allez être interrogé par la procureure de la commission et sujette également des questions par les parties qui ont le droit de contre-interroger et interroger. Ça vous va? Oui. Donc, d'abord, pardon, Mme Magrafière. Oui. Oh, vous pouvez rester assis. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Vos noms et occupations? Alors, mon nom est Daniel Pelletier, comptable retraité. Merci. Votre témoin? Merci. Donc, bonjour, M. Pelletier. Bonjour. C'est un peu contre-intuitif. C'est moi qui vous pose les questions, mais vos réponses sont à l'intention du commissaire. Peut-être juste nous dire, en guise de mise en bouche, quel poste avez-vous occupé à la SAAQ dans les dernières années, avant votre retraite? Bien, disons que le plus récent poste étant celui de directeur de la vérification interne et de l'évaluation des programmes, donc de juin 2016 jusqu'à ma retraite, donc en juillet 2024. Peut-être juste pour être un peu plus complet, j'étais arrivé à la SAAQ en 2011 et j'avais fait mon entrée dans la fonction publique en 2010. Alors, là, il y avait comme un 2/3 de ma carrière, là, précédemment ça, donc qui était dans le secteur privé. Parfait. On va revenir à votre parcours professionnel, mais quelles sont vos qualifications professionnelles d'un point de vue formation universitaire et formation titre professionnel? OK. Donc, j'ai gradué donc un baccalauréat en sciences comptables en 1986 à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et précédemment ça, évidemment, donc le diplôme collégial, donc au cégep de Shawinigan. Après mon secondaire 5, j'avais été 1 an au Collège militaire royal de Saint-Jean, donc en vue d'obtenir un baccalauréat, mais on avait l'option de quitter avant 1 an, avant que les problèmes commencent en termes financiers, donc j'avais pris la décision de quitter. Précédemment, donc, secondaire 5 et tout. Donc, si je reviens, donc, après ma formation universitaire à Trois-Rivières, les gens à Trois-Rivières, on avait souvent le choix à l'époque, donc, d'aller faire notre stage dans un grand cabinet ou dans un plus petit cabinet. Alors, la Ville de Québec me convenait tout à fait. Alors, moi qui arrivais de Shawinigan, Québec était plus à ma mesure que Montréal, je dirais. Alors, c'est ce qui explique que j'ai commencé ma carrière chez Raymond Chabot, Martin Paré, à l'époque. Et puis, Raymond Chabot, Martin Paré est devenu Raymond Chabot Grant Thornton vers la fin des années 90 ou début 2000. Parfait. Puis, je m'excuse, là, je voulais diriger tout le monde vers la pièce 26P65, qui est le curriculum vitae. Oui, qui avait été déposé en bloc. Oui, c'est ça. Parfait. Désolée. Et on va demander la production. Toutes les pièces sont déjà produites, alors vous avez juste à les exhiber, ceux que vous avez besoin de mettre ça à la... Ah oui, c'est vrai. Merci. On l'avait fait pour l'ensemble des oui, auditeurs. tout à fait, vous avez raison. Donc, 26,65. Donc, parfait. Donc, vous avez fait votre stage chez Raymond Chabot, si je comprends bien? Oui, exact. Parfait. Vous avez obtenu le titre de, à l'époque, CA comptable agréé. Exact. Alors, à l'époque, donc, le titre était CA et suite à la fusion des corporations comptables, donc, on a eu le double titre CPA et CA, donc, pendant 10 ans. Et tout ça, c'est terminé en 2022, je crois, avec uniquement le titre de CPA. C'est ça. Donc, si on reprend votre parcours professionnel chez Raymond Chabot à partir de 1986, donc, qu'est-ce que vous avez occupé comme fonction au sein du cabinet Raymond Chabot Grant Thornton? Donc, évidemment, pour obtenir le titre de CA, donc le stage probatoire donc durait 2 ans, donc de 86 à 88. Alors, 88, l'obtention du titre de CA.
et de 88 aller jusqu'à 2000, donc différents postes à partir de stagiaire jusqu'à devenir associé, donc dans mes 2 dernières années. Alors, en passant par des postes de chef d'équipe, de directeur, et puis les principales fonctions donc étaient évidemment donc la vérification des états financiers, donc ça c'était le core business, là, ça c'était la plus grosse partie, de différentes entreprises au niveau des municipalités, la ville de Québec, là, pour parler des plus grosses villes là, qu'on a vérifiées. Ensuite, différentes écoles, commission scolaire, cégep, université, des hôpitaux, et ainsi que tout ce qui touche de près ou de loin en fait à la fiscalité, là, autant des entreprises que des particuliers. Parfait. Vous avez poursuivi de 2000 à 2010 dans diverses entreprises manufacturières. Vous nous en dire un peu plus? Bien, en fait, c'est que ce qui arrive souvent, les comptables, quand on est en cabinet, on est souvent sollicité par nos propres clients pour aller travailler dans leur business. Alors, bien, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est ce qui est arrivé donc de 2000 à 2010. J'ai travaillé pour 4 entreprises qui étaient manufacturières. Donc, j'ai occupé différents postes. Ça pouvait être directeur général, directeur financier. Et puis, ça touchait, vous savez, dans des PME surtout, ça touchait un peu à tout. Donc, il y avait de l'administration, il y avait des opérations financières au niveau de la production. J'ai vécu une expérience du changement d'un système comptable aussi là, dans cette période-là. Et puis, donc, au niveau des conseils d'administration aussi et comité d'audit, évidemment. Donc, toutes les tâches relatives, en fait, là, à ça, dans une PME, on finit par toucher un peu à tout là-dedans. Parfait. Ensuite, comme vous nous avez mentionné, vous avez fait votre entrée dans la fonction publique en 2010. Exact. Peut-être nous parler de ce que vous avez fait au ministère des Ressources naturelles. Tout à fait. À l'époque, pour entrer au gouvernement, il fallait d'abord être sur une liste de déclaration d'aptitude, ce qui impliquait qu'il fallait avoir passé des examens. Donc, ça ne se faisait pas automatique. Alors, je m'étais qualifié en 2009. J'étais entré donc au ministère des Ressources naturelles en 2010 et mon premier emploi là, comme professionnel était de faire de la vérification au niveau des compagnies minières. Alors, j'ai fait ça un petit peu moins d'1 an. Et puis, je me suis dirigé vers la SAC à partir de 2011. Et pourquoi la SAC? Bien, la SAC est un peu une compagnie dans le gouvernement. Alors, je retrouvais plus mes repères du privé, moi, dans une belle organisation comme ça. Et puis, la SAC a une mission qui est noble, là, ce que nous, on disait, donc une mission noble avec l'assurance et tout et tout. Alors, j'ai fait mon entrée donc en 2011 et puis à la SAC, donc pour commencer au niveau du fonds d'assurance. On avait travaillé dans ce qui appelait au niveau des balises assurantielles. Ensuite de ça, j'ai occupé le poste à partir de 2012, donc au niveau de la vice-présidence finance. Donc, le vice-président finance venait d'être nommé. Alors, on parle ici de M. Yves Frenette en 2012. Et Yves et moi, on se connaissait déjà depuis longtemps. Donc, il m'avait demandé d'aller l'aider, justement, pour faire la réorganisation du bureau de la vice-présidence avec lui. Et à partir de là, je suis devenu gestionnaire, donc suite à différents examens. Questionnaire, cadre de niveau 3 et cadre de niveau 2. Et j'ai cumulé des fonctions. Autant je m'occupais du bureau de la vice-présidence et de son comité de direction. Et j'ai été pendant, je dirais, environ 1 an et demi directeur en gestion contractuelle. Alors, ça m'avait permis justement d'acquérir des connaissances au niveau de la LCOP et de mieux comprendre justement le fonctionnement des différents contrats dans la fonction publique. De quelle année à quelle année, directeur de gestion contractuelle? Ça s'est fait en 2013 et 2014. Parfait. Puis en 2014, ce qui n'est pas mentionné ici parce que c'est vraiment un résumé, là, oui. J'avais eu un congé sans solde et j'avais tenté d'aller occuper la chaise de directeur général dans une municipalité qui est à Sainte-Brigitte-de-Laval. Donc, j'habitais là. Et quand j'ai vu passer le poste, on était en pleine période de la commission Charbonneau. Alors, ça m'intéressait. Je voulais vraiment aller là. Et j'avais la possibilité au niveau du gouvernement de prendre un congé sans solde 1 an. Alors, je suis allé et après 2 mois, je suis revenu tout de suite à la SAC. Il y avait, disons qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde avec les gens de la ville et moi. Donc, ça n'a pas été plus long que ça. Et suite à ça, donc quand je suis revenu à la SAC, évidemment que quand on quitte, on protège notre poste.
on protège notre niveau d'emploi, mais on ne réserve pas notre poste. Alors, à ce moment-là, celle qui m'a succédé comme directrice en gestion contractuelle, c'était Mme Sylvie Chabot. Voilà. Parfait. Et vous avez, à votre tour, je comprends bien, intégré la direction de la vérification interne et de l'évaluation des programmes. En juin 2016, oui. Parfait. Pouvez-vous nous expliquer là, qu'est-ce qui vous préparait dans votre formation et votre parcours professionnel à l'audit interne? Parce que vous n'en avez pas parlé jusqu'à maintenant, mais peut-être juste expliquer au commissaire qu'est-ce qui vous préparait à occuper ce poste-là. Bien, évidemment, nous, les CPA, on fait beaucoup, surtout de ce qu'ils appellent de la vérification, donc de la comptabilité publique. Là. Donc, ça prend maintenant le permis de CPA auditeur pour pouvoir faire ça. Donc, mes premières années chez Raymond Chabot, donc pendant environ 14 ans, j'avais surtout fait de la vérification publique. Mais on côtoyait des gens de vérification interne à peu près partout, notamment au niveau de la Ville de Québec. C'était même un mandat conjoint. Nous, on était les auditeurs externes, mais on travaillait avec les auditeurs internes là-bas. Donc, l'audit interne faisait partie de notre environnement tout le temps, faisait partie de notre paysage. Donc, ce n'était pas étranger à nous. L'audit interne se fait selon des normes qui sont reconnues. On parle de l'IAI ici, là. Donc, alors que l'audit externe, bien, c'est basé sur les normes de vérification qui sont généralement reconnues de l'ordre des CPA. Alors, tout ça faisait que quand on est vérificateur externe, c'est pas compliqué de devenir vérificateur interne. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Les objectifs peuvent être différents. Évidemment qu'on n'est pas dans une business, là. On est dans notre propre organisation quand on est en vérification interne. Mais donc, il y a beaucoup de similitudes. Donc, il y a le respect des normes. Et en vérification interne, ce qui est intéressant aussi, c'est que on doit obtenir, pour prétendre travailler selon les normes de l'IAI, on doit se faire inspecter donc, par une firme externe, donc à tous les 5 ans. Ce qu'on a fait, en fait, à la SAC. La SAC en était... Moi, quand je suis arrivé à la SAC en 2016 en vérification interne, la direction de la vérification en était déjà à sa 2e attestation par une firme externe. Et moi, j'ai procédé en fait à la 3e qui a été déposée en février 23, je pense. Parfait. Quand vous dites l'IAI, vous référez à quoi? Bien, c'est les normes internationales en audit interne. Donc, c'est ce qui nous gouverne en audit et c'est ce qui nous oblige justement à se faire inspecter en fait à tous les 5 ans pour être sûr qu'on peut prétendre, parce que dans nos communications ou dans nos rapports, bien, on réfère toujours que nos travaux ont été faits selon les normes de l'IAI. Parfait. Et très bien. Donc, et juste sur la distinction entre l'audit interne et l'audit externe, la méthodologie de l'audit est-elle la même, différente? En quoi ça se rapproche? Il y a plusieurs similitudes. Évidemment qu'en audit externe, on est dans une dynamique, on est sur le marché, on est dans une entreprise privée, donc on est dans un cabinet privé. Mais l'audit en tant que tel, il y a des objectifs qui sont reliés à ça, il y a des normes à suivre, il y a des procédés qui doivent être faits, ça prend des pièces probantes, donc il faut se rendre jusqu'aux factures, par exemple, Bon. Alors qu'en audit interne, il y a beaucoup de similitudes aussi, sauf qu'en audit interne, les objectifs des mandats peuvent être différents. Par exemple, en audit interne, on nous demande de faire des planifications triennales qui sont autorisées par le comité d'audit. Okay? Et cette grande planification-là, donc à tous les 3 ans, elle est actualisée annuellement. Donc, ça laisse la place au comité d'audit à venir insérer des commandes spéciales, à venir retirer des mandats qui ne sont plus prioritaires, par exemple. Donc, tout ça se fait au niveau de l'audit interne. Ça, c'est une grande différence là, par rapport à ce qui se fait en externe. Donc, les planifications étaient toujours faites. On en discutait d'abord au niveau de la PDG ou du PDG. Et ensuite de ça, bien, on venait... en fait, on leur laissait le temps aussi. Donc, on déposait toujours un projet quelque part au mois d'octobre. Et la version finale approuvée sortait au mois de décembre. Donc, tout le monde avait accès à ça pendant un certain nombre de mois à notre planification. Et les mandats qui figuraient sur la planification que nous, on proposait, évidemment, c'était toujours basé sur les risques dans l'organisation. On n'allait pas perdre notre temps dans des endroits où c'était pas risqué, où il n'y avait pas d'intérêt. Alors, les risques nous guidaient fortement.
Quand on parle de risques, ça peut être des risques de fraude, ça peut être des risques au niveau des différents contrôles. Donc, notre planification était basée surtout sur les risques et sur tout l'environnement interne et externe. Par exemple, au niveau du gouvernement, bien, le gouvernement, nous, on avait comme mission d'assurer la coordination des travaux du vérificateur général du Québec. Alors ça nous occupait beaucoup aussi. On pouvait avoir des mandats spéciaux, comme ça a été le cas en sécurité de l'information, par exemple. Alors, c'est ce qui nous documentait pour produire toutes ces planifications. Très bien. Donc, ben, on est entré un peu dans le sujet. Là. Qu'est-ce que la direction de la vérification interne et de l'évaluation de programme? Là, vous nous avez pas mal exposé qu'est-ce que c'était. En tant que directeur de cette direction-là, quelles étaient vos fonctions? La fonction de directeur, donc, quand moi j'ai pris la chaise en 2016, celle qui m'a précédé, Mme Oda Abdelmalak, elle avait déjà, disons qu'il y avait des bonnes assises dans cette direction-là. Alors, Oda avait une chef de service donc, qui était avec elle, donc une gestionnaire de niveau cadre 4. Et puis, il y avait une équipe qui était déjà en place. Donc, environ, je dirais, entre 10 et 12 personnes. Là. Il y en avait 2 qui étaient en évaluation de programme, et puis les autres étaient plus du côté de l'audit interne. Parfait. Alors, quand je suis arrivé, bien, c'est souvent le cas quand un gestionnaire arrive, quand l'équipe change. Il y en a qui quittent pour des raisons de promotion ailleurs. Il y en a qui peuvent quitter parce qu'ils pensent qu'ils ne fitteront pas avec le nouveau gestionnaire pour mille et une raisons, sauf que les gens quittent. Alors, rapidement, j'ai eu à combler un certain nombre de départs. Et j'ai profité de l'occasion pour, permettez-moi le terme, mais pour upgrader des postes avec des primes d'experts. Parce que ce que j'avais constaté, c'est qu'il y avait très peu de CPA qui étaient dans cette direction. Et puis, on en avait besoin de plus, justement, compte tenu de la complexité des mandats. Donc, cette expertise-là nous manquait. Et il n'y avait pas beaucoup non plus, bien, sauf Martin Lapierre, qui, lui, était déjà arrivé donc depuis 2014. Martin, c'est une espèce d'hybride. Lui, il est CPA, puis il est spécialisé en TI aussi. Alors, mais ça manquait aussi d'expertise aussi en TI. On avait besoin d'au moins une personne de plus. Alors, bref, au cours des 2-3 premières années, j'ai eu à compléter l'équipe. Et donc, toujours, donc, il y en a qui partaient, on profitait de la disponibilité du poste et puis on l'upgradait. Alors, à ce moment-là, bon, donc, on a toujours été une équipe d'environ 10 personnes. En évaluation de programme, c'était 2 ou 1 personne. Et puis, donc, on a navigué avec ça. Donc, on a complété des dossiers en évaluation de programme. On en a complété, évidemment, en audit interne. Et rapidement, en 2016, moi, quand je suis arrivé, le premier mandat qui me frappe, évidemment, c'est le dossier CASA. CASA était déjà commencé. Parfait. Juste pour mes notes, vous dites, quand Mme Abdelmalek est partie, c'était une équipe de 10 à 12 personnes. Vous avez dit que vous avez upgradé les postes, mais est-ce que l'équipe restait quand même au même nombre, 10 à 12 personnes, sous votre direction? Oui. Toujours? Oui. Parfait. Oui, exactement. Parce qu'on avait des budgets d'ETC, donc il fallait rester de mémoire, le budget tournait toujours autour d'entre 12 et 13 personnes. Là. Donc, on naviguait. Et il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, il y avait une pénurie au niveau des employés, puis c'est pour ça qu'on avait upgradé, pour être plus attractif, justement, pour pouvoir attirer des experts. Mais c'est bien beau d'attirer des experts, mais ça prenait des primes d'experts aussi. Là. Alors, il fallait être cohérent, finalement, avec ce qu'on voulait faire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur le commissaire l'a répété souvent, on a aussi une vocation d'expliquer au public les différents éléments. Vous avez mentionné que vous faisiez de l'évaluation de programme. En quoi ça consiste, l'évaluation de programme? En fait, la grande différence entre l'évaluation de programme puis l'audit interne, c'est que l'évaluation de programme va tenter de mesurer des performances ou des objectifs reliés en fait à des programmes. Alors qu'en audit interne, on est plus sur la conformité, sur le respect des lois, le respect des règles, finalement. Pour vous donner un exemple concret, on avait fait un dossier conjoint sur les écoles de conduite. Donc, l'audit interne s'attardait et focusait sur la conformité des différentes écoles avec différents critères, alors que l'évaluation de programme, elle, devait mesurer est-ce que le retour des cours de conduite obligatoires en 2010 avait eu un impact sur le bilan routier. Alors, c'est ça qui est la principale différence, en fait, entre les deux fonctions. Parfait. Savoir si on maintient le programme, ou on le bonifie, ou on le jette. Exact. Tandis que l'audit interne a atterri vers quel type de recommandation? Bien, l'audit interne, elle, c'est plus...
je dirais, c'est beaucoup plus mordant, c'est-à-dire là, dans le sens que quand on fait un audit interne, bien évidemment que ça va déboucher normalement sur des constats qui peuvent être de la non-conformité, qui peuvent être des problèmes X, Y. Et suite à ça, bien là, il y a des recommandations qui découlent de ça. Et nos processus prévoyaient que, justement, quand il y avait des recommandations, ça demandait à ce que l'unité qui avait été vérifiée produise un plan d'action pour répondre à ça. Okay? Et pour pas que ça reste sur une tablette, donc dans le processus, donc, il était prévu qu'annuellement, il y avait toujours un suivi des recommandations et on retournait vérifier à quelle place qui était rendu dans leur plan d'action. Okay? C'est un peu le même phénomène en évaluation de programme, sauf qu'en évaluation de programme, c'était moins, je dirais, c'était moins mordant, là, mais c'est qu'en évaluation de programme, il y avait toujours un comité d'évaluation qui était formé avec l'équipe en place, qui se faisait évaluer. Donc, alors qu'en audit interne, il n'y a pas ce genre de comité-là. Okay? Donc, c'est les principales différences qu'il y a entre les deux. D'accord. La fonction, dans une organisation, qu'elle soit publique ou privée, là, la fonction d'audit interne est positionnée où dans l'organigramme? Historiquement, je vous dirais, c'était pas toujours bien positionné. Et nous, à la SAAC, on était bien positionnés. C'est-à-dire que, du point de vue administratif, nous relevions de la PDG et du point de vue fonctionnel, on relevait du comité d'audit. Ce qui est une bonne façon de faire, ce qui est une bonne pratique. Il y a eu une mise à jour, il y a eu une directive qui a été émise par le secrétariat du Conseil du Trésor, donc en 2021, auquel on a participé parce que le Conseil du Trésor avait des objectifs, c'est qu'il y avait certains ministères et organismes qui n'étaient pas toujours bien équipés ou que la boîte en audit interne n'était pas toujours bien positionnée. Alors, à ce moment-là, la nouvelle directive avait un certain nombre de recommandations, justement, quant au positionnement puis quant à la façon là, de se gouverner avec ça. Okay. Alors, la SAAC, nous, dans notre politique interne, on était déjà à la bonne place, finalement. Donc, on a contribué, en fait, à les aider à bâtir cette directive-là. Très bien. Et quand vous dites, c'est quoi la distinction entre relever administrativement de la PDG puis fonctionnellement du comité d'audit? OK. L'administratif, bien évidemment, en partant, c'est tout ce qui touche à l'administratif, c'est-à-dire que la PDG devient ma gestionnaire, donc devient ma patronne. Et donc, c'est elle qui autorise mes congés, c'est elle qui autorise mes feuilles de temps, c'est elle qui autorise tout ce qui touche au volet administratif et c'est elle qui fait mon évaluation de rendement aussi. Puis, par la suite, une fois qu'on s'est entendu sur cette évaluation-là, on monte ça au comité d'audit. Alors que le comité, lui, évidemment, on discute de tout ce qui monte au comité d'audit, que ce soit la planification, que ce soit les projets de mandat, que ce soit les rapports. Et le comité d'audit, bien, lui, c'est fonctionnellement, les décisions se prennent là, les planifications sont autorisées là, les rapports se rendent là finalement. Donc, et on se souviendra que le comité d'audit, donc, est un sous-comité du CA, évidemment. Parfait. Et pourquoi c'est ainsi qu'on relève, l'auditeur interne relève administrativement de la PDG ou du PDG, puis fonctionnellement du comité d'audit? Bien, tout d'abord, c'est prévu dans les normes. Okay. Donc, c'est une façon de faire, c'est reconnu comme étant des bonnes pratiques. On ajoutera peut-être plus tard certains bémols, mais effectivement, donc, ça fait partie des bonnes pratiques, puis c'est même prévu dans les normes. Parfait. Et quand vous parlez des normes, vous parlez toujours des normes de l'AIAI. Exact. Parfait. Vous nous avez parlé des politiques là, internes et des normes. On va aller les voir, mais qu'est-ce que les normes et que les politiques internes protègent comme stature de l'auditeur interne, comme liberté d'action? Bien, en fait, c'est que les normes viennent encadrer la pratique en commençant par l'indépendance, par exemple. Et il y a des normes qui sont relatives aux objectifs, au niveau des différents mandats, au niveau des communications, par exemple. Donc, tout ça est très, très bien encadré donc, dans les normes. Et les politiques internes, maintenant attachées avec la nouvelle directive du SCT, bien, viennent nous encadrer encore de plus près, à savoir comment vous devez vous gouverner. Et les responsabilités aussi des joueurs sont toutes énumérées dans ces politiques-là. Alors, on parle de comment le comité d'audit doit être constitué. Combien de membres externes? Est-ce que ça prend minimalement un CPA, par exemple? Alors, c'est très, très, très bien encadré, tout ça.
que ce soit au niveau des normes ou de nos politiques. Et nos politiques étaient toujours à jour, là, en fait, à ce niveau-là. Et c'est valable pour l'évaluation de programme aussi. Parfait. On va les parcourir rapidement, les politiques. Donc, d'abord, la pièce 26P68, qui est la politique de juin 2008. On remonte à juin 2008 parce que la suivante a été mise à jour en 2017. 2017, et il y en a eu une aussi en 2021, c'est ça? Exactement. Donc, 2017, c'est 26P-69 et la 2021, c'est 26P-70. Donc, on peut peut-être prendre la première, là, 26P-68, et la parcourir à l'écran. C'est ça, daté Ça du va? 10 juin. OK. Voilà, je la vois. Je la voyais pas. Parfait. Ça, c'est 2008, puis c'est en vigueur jusqu'en 2017. Parfait. OK. Donc, on parle de l'objet de la politique. Ensuite, on rappelle la mission de la direction de la vérification interne et de l'évaluation des programmes. Oui. On peut voir ses fonctions, premier paragraphe. Oui. Hein? Juste un petit peu plus rapidement. Non, je voulais voir le deuxième paragraphe sous mission de la direction. Et ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est que la DVIEP exerce une fonction d'évaluation indépendante et objective des activités de l'organisation. Voilà, oui. C'est ce à quoi vous faisiez référence. Oui. Et finalement, le lien avec les risques dont vous nous parliez tout à l'heure au troisième paragraphe. Ainsi, l'activité de vérification interne évalue l'exposition aux risques relatifs à la gouvernance, aux opérations et au système d'information de la société par rapport à différents éléments de conformité. Oui. Et ensuite, on va parler du statut organisationnel et du champ d'action. Oui. Finalement, les normes professionnelles dont vous nous parliez. Oui. Celles des normes internationales de pratique professionnelle, de la vérification interne, ainsi que du code de déontologie. Donc, je dois comprendre que, comme CPA qui exerce des fonctions d'auditeur interne, vous êtes soumis à deux codes de déontologie, celui de l'Ordre des CPA et celui des normes internationales. Exactement. De la pratique de vérification interne. Oui. Puis ensuite, on a différents principes directeurs. Et ce dont vous nous parliez, on a les rôles et responsabilités des intervenants qui sont mentionnés. Oui. Parfait. Voilà. Donc, sans entrer tout dans les détails, on le voit, et ces éléments pertinents sont mis à jour dans les différentes politiques, mais n'apportent pas de changement au statut dans l'organisation, à son positionnement, ni aux normes. Est-ce qu'il y a des modifications importantes que vous souhaitez porter à notre attention ou, comme vous nous avez dit, vous étiez bien positionné puis ça a continué d'être ainsi à travers les années? En fait, c'est ça, c'est qu'on était bien positionné et là, vous avez celle de 2008. Ensuite de ça, on a celle de 2017 et après ça, on a celle de 2021. Mais la SAC était déjà très bien reconnue au niveau du gouvernement du Québec. Alors, chaque fois qu'il y avait des mises à jour, donc on se référait à nous. Et puis, à un point tel qu'en 2017, le ministère des Finances avait fait appel à moi pour devenir le président du comité ministériel en audit interne, tel qu'il est mentionné dans mon CV. Alors, parce que la SAC représentait en fait un modèle et le ministère des Finances souhaitait améliorer justement son équipe en audit interne et son comité d'audit. Donc, et j'occupe toujours là, cette fonction-là. Donc, la SAC était déjà un modèle. Les politiques et les règles internes étaient déjà bien définies, en fait, depuis 2008, là, depuis qu'on peut voir ça. Quand on vérifie qu'on audite le travail de nos collègues, on doit avoir quelle posture comme auditeur interne pour avoir de l'impact et de la capacité d'exercer son travail? En fait, vous le nommez bien, c'est qu'on travaille constamment avec des collègues. Donc, le mot « collègue » prend tout son sens ici.
Et ça demande un sens politique, ça demande une gestion, je dirais, du tempérament, ça demande une bonne gestion des émotions, parce que sur le terrain, il peut arriver assez souvent que, on n'obtienne pas les réponses auxquelles on a posé des questions. Le matin, quand on est un vérificateur, on se lève et on le sait qu'on va déranger quelqu'un. Ça, en partant, c'est clair. Donc ça, c'est dans notre ADN. Donc, l'équipe, moi, je demandais toujours aux gens, si vous avez de la ventilation que vous voulez faire, vous allez faire ça dans notre salle de conférence privée, si jamais la température monte. Mais quand on est sur le terrain, on se doit d'être courtois, on se doit d'être respectueux. Et ces qualités-là ont ressorti très fortement dans le dernier rapport d'inspection, en fait, là, qui a été déposé sur notre direction. Il a été déposé au début 23. Donc, l'équipe et le travail au niveau du terrain avec les différents collègues, c'est tout souvent, quand on devient vérificateur, c'est même des collègues avec qui on a déjà travaillé avant. Hein? Alors, c'est possible, ça fait partie de la game, c'est prévu. Cependant, il faut toujours préserver notre indépendance. Ça, c'est primordial en partant. Alors, on a toujours fait attention à ça. Moi-même, écoutez, quand j'ai été nommé, je connaissais le VP Finance qui était Yves Frenette depuis environ 35 ans, je pense. On avait été chez Raymond Chabot en même temps. On n'était juste pas dans le même bureau physiquement. Alors, on se connaissait bien. Et puis, même Yves avait fait appel à moi pour aller un peu refaire son bureau de sa vice-présidence, donc en 2012. Et je vous raconte tout ça toujours pour dire que cette indépendance-là, quand je suis devenu vérificateur, je l'ai toujours maintenue et on avait même dénoncé lors d'un premier comité de vérification auquel j'assistais pour être bien sûr que les membres comprennent bien que moi puis Frenette, on se connaissait déjà depuis longtemps. Alors, la situation avait été dénoncée, mais on a toujours été extrêmement prudent et d'aucune façon, mon indépendance a été menacée. Et de plus, à chaque année, selon les normes, je devais déposer un bilan annuel sur toutes les activités qui se passaient dans ma direction. Et les normes prévoient qu'on doit déclarer au moins annuellement qu'on a été indépendant, objectif et en respect des normes. Donc, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Et puis, je la nomme parce que c'est important, parce qu'en vérification interne, je ne connais pas de vérificateur interne qui ne connaissait pas les anciens collègues avant ou qui se retrouve dans une organisation où ils ne connaissent personne. C'est impossible. Impossible. Donc, ça devient une tâche qui n'est pas toujours facile, mais il faut protéger notre indépendance en tout temps. Protéger votre indépendance, être courtois et délicat sur le terrain. Et dans nos écrits, quand on est l'audit interne et qu'on dépose un rapport, comment aborde-t-on les points difficiles, comment on amène ces points difficiles dans les écrits? C'est sûr qu'il y a tout un travail de terrain, en fait, là, qui est fait en amont. Donc, quand le mandat commence, d'abord, ce n'est pas une surprise pour l'unité qui va se faire vérifier. C'est déjà prévu dans la planification. Les gens sont toujours prévenus des mois et des mois à l'avance que les auditeurs internes débarquent. Il y avait une très bonne souplesse aussi dans notre direction et on en convenait avec la PDG aussi. Pour des raisons importantes, que ce soit la COVID ou autre, on acceptait, nous, de se déplacer, de tasser nos mandats un peu. Bon, alors, à partir de là, le mandat est planifié, le mandat est défini, donc les objectifs, les différents procédés et autres, et là, le travail de terrain commence. Alors, évidemment qu'à mesure que le travail de terrain avance avec nos différents intervenants, bien, moi, je suis toujours là aussi. Moi, je suis toujours là, en fait, en supervision. Je suis toujours là en révision de dossier aussi, en assurance qualité. J'ai des coordonnateurs avec moi qui m'aident, que ce soit Martin Lapierre, par exemple, ou Marilyn Lalonde, qui était plus sur les dossiers d'audit un peu plus standards, je dirais. En évaluation de programme, c'était Mme Véronique Bélanger. Donc, l'équipe était toujours là et on avançait, on avançait. Quand on trouvait des choses, bien, évidemment, là, c'est la période de questions-réponses. Alors, pourquoi ça, pourquoi ça? Et là, ce qui ne fonctionne pas devient évidemment des constats. Puis ce qui fonctionne bien, parce que ça joue ces deux côtés aussi. On est là pour dénoncer des choses qui ne fonctionnent pas, mais on peut nommer aussi les choses qui fonctionnent bien. Alors, il faut être honnête là, dans ce jeu-là aussi. Et ça, les équipes l'appréciaient beaucoup, c'est qu'on ne regardait pas juste d'un côté de la lunette, là. On regardait aussi ce qui allait bien. Donc, une fois qu'on a les constats, bien, évidemment, là, on passe en mode de validation avec les gestionnaires concernés. Ça peut monter jusqu'au vice-président. Et une fois les constats attachés, validés, bien là, on allait voir la PDG avec ça. Et nos constats, bien, débloquaient sur des recommandations. Et une fois qu'on attachait tout ça au bureau de la PDG, bien évidemment, là, ça montait comme rapport final au niveau du comité d'audit ou du comité conjoint, comme vous l'avez vu aussi, là, soit. C'est ça.
Donc, l'importance de souligner tant les bons que les coûts à améliorer. Absolument. OK, parfait. Si on revient à votre équipe, donc vos principaux collaborateurs, vous nous en avez nommé quelques-uns, là, mais peut-être juste rapidement, c'est qui vos principaux collaborateurs pendant les années qui nous concernent, là, de 2016, en fait, pendant toute votre direction? En fait, les gens qui ont travaillé, surtout dans le gros mandat CASA, moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà Martin Lapierre qui avait 2 ans de fait déjà dans le dossier CASA. Martin est resté. Il a quitté temporairement, là, comme il vous l'a mentionné, en fait, en 2021. Et puis, il y avait Martin Després qui n'était pas encore dans le dossier CASA, mais rapidement, il s'est joint à l'équipe quand il y a un poste qui s'est libéré. Et puis, il y avait une dame aussi avec nous du nom de Manon Fortin. Alors, Manon avait occupé dans le passé des postes à la CSST. Donc, Manon avait une bonne connaissance aussi des affaires TI. Alors, Manon a travaillé avec nous aussi, surtout au niveau du terrain, parce que, comme on vous l'a mentionné, le mandat se déroulait surtout en mode surveillance, donc ça nous demandait de participer à des rencontres, souvent. Alors, Manon a couvert ce terrain-là pas mal aussi. Martin Després aussi. Cependant, Martin Lapierre, qui jouait ce rôle-là d'aller sur le terrain, le faisait jusqu'en 2018. Alors, je ne sais pas si... on va y arriver. On va y arriver tantôt. Okay. Alors, les principaux collaborateurs, pour ce qui est de CASA, donc, c'était ces gens-là. Autre personne, moi, quand je suis arrivé, il y avait une gestionnaire de niveau cadre 4, mais la gestionnaire voulait avoir une promotion, ce qui était tout à fait normal. Donc, elle m'a accompagné. Elle a fait un très, très bon travail pendant environ 1 an pour favoriser la transition, finalement. Ça, c'est Mme Lucie Paradis. Alors, Lucie a quitté pour aller chez Contrôle routier de mémoire. Et là, elle avait eu une promotion de cadre de niveau 3. Et avec Mme Tremblay, c'est là qu'on avait convenu, parce que là, on est rendu en 2017. Le projet CASA est sur le point de tomber en réalisation. Donc, Mme Tremblay me dit, qu'est-ce que tu en penses qu'on remplace ton poste de cadre 4 et tu nommeras des coordonnateurs? Alors, au lieu, donc, ça devient des professionnels en situation de gestion. Donc, on voit ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, j'avais négocié avec elle à l'effet que, Nathalie, écoute, si tu me demandes d'avoir des coordonnateurs, moi, ça va me prendre plus d'experts. Alors, ce que je vous nommais tantôt, j'ai un peu profité, justement, moi, de ce timing-là pour regarnir l'équipe avec des postes avec une expertise plus haute aussi. Donc, on a travaillé là, de cette façon-là. L'autre personne qui était la coordonnatrice en évaluation de programme, donc c'était Mme Véronique Bélanger. Véronique était là depuis plusieurs années. Alors, c'était elle qui était la coordonnatrice. Et dans cette équipe-là, Véronique a fait des passages qu'elle était seule. Elle s'est fait accompagner par certaines personnes durant certaines périodes, mais ça n'a pas été facile, surtout à partir de la pandémie. À partir de la pandémie, les mandats d'évaluation de programme étaient pas mal moins populaires. Il y avait moins d'appétit pour ce genre de mandat-là. Alors, on avait maintenu Véronique en poste et même des fois dans des périodes un petit peu plus tranquilles, Véronique venait nous aider du côté de l'audit interne. Okay. Donc, alors, c'était les principales personnes. Parfait. Donc, vous avez mentionné que Martin Lapierre, lui, était autant un auditeur féru qu'un expert en TI. C'est bien ça? Oui. Martin Després, qui est ingénieur de formation, quels étaient les éléments de son profil que vous recherchiez dans votre équipe à combler avec l'ajout de Martin Després? Bien, Martin Després avait la formation d'ingénieur et comme il vous l'a mentionné aussi, c'est qu'il avait fait des mandats en gestion de programme, certification ISO, par exemple. Alors, ça devenait très, très intéressant pour le projet CASA, parce que quand Martin est entré à la SAAC, c'était juste avant que moi j'arrive, il avait réalisé des mandats d'audit un peu plus standards. Il avait travaillé au niveau des taxis, par exemple. Donc, il s'était fait la main, je dirais, avec la vérification interne. Il avait déjà joué là-dedans un petit peu, mais pas tant. Alors, quand le poste d'expert est devenu disponible, on avait considéré fortement donc la candidature de Martin Després. Alors, c'est là que l'aventure a commencé avec lui. Et Martin nous a toujours rendu des très, très bons services dans la réalisation, mais Martin Després a surtout travaillé dans CASA à partir de 2017, là, dans ces eaux-là. Parfait. Et donc, lui, il avait de l'expérience d'ISO. Et par sa formation d'ingénieur, quelle était l'approche méthodologique là, qui vous intéressait plus particulièrement en lien avec le projet CASA? Martin était déjà
familier avec la gestion des gros projets, je dirais, avec la gestion. Alors, tout ce qui touchait à la gestion de projet, les bureaux de programme, les bureaux de projet, donc, il était déjà familier avec ce langage-là, avec ces façons de faire-là. Alors, ça a été très, très, très utile pour nous. Et quand j'additionnais ça avec l'expertise, avec la multi-expertise de Martin Lapierre, et on a eu 2 autres spécialistes en TI aussi, alors ça donnait vraiment une équipe gagnante, là. Alors, OK. Si je vous nomme le nom de Vincent Poirier, oui. c'était un membre de votre équipe? Oui, Vincent est arrivé un petit peu plus tard. Lui, ça en est un spécialiste en TI, comme je viens de mentionner. Alors, Vincent Poirier était déjà à la société. Et puis, de mémoire, on a engagé Vincent en 2021, je pense. C'était au début de l'été. Et puis, alors, Vincent avait travaillé du côté du projet CASA, justement. Vincent arrivait, lui, de la VPTI. Okay? Si je nomme la VPTI, il faut considérer que c'est un équivalent maintenant de la VPN, là, de la VPEN, là, mais c'est la même vice-présidence, là, mais qui a changé de nom. Là. Donc, alors Vincent Poirier arrive avec nous en 2021. Aucune expérience en audit interne. Lui, c'est un spécialiste TI pur. Donc, on a dû, avec l'aide de d'autres un peu plus spécialisé, en fait, en audit interne, le coacher, surtout quand on arrivait rendu à la période de la formulation des constats, recommandations. Lui, pour trouver la matière brute, c'était génial. Mais après ça, c'est là que les spécialistes en audit interne ont dû l'accompagner pour rédiger des rapports selon les normes, par exemple. Alors, Vincent a été extrêmement utile et il nous a quittés au mois d'avril 24. Mais quel était l'intérêt d'avoir quelqu'un qui n'avait pas d'expérience en audit interne dans votre équipe? Bien, on avait beaucoup de CPA, justement, et de gens qui avaient de l'expérience et de l'expertise en audit interne. Alors là, on est allé chercher une expertise. Donc, on préférait compenser pour l'encadrer puis le suivre du côté de l'audit interne, mais on avait besoin d'une expertise un peu plus pointue. Puis c'est ça qu'on est allé chercher. Okay. Parce que lui arrivait à entrer au cœur de la solution. Absolument. Vincent pouvait... je vais reprendre son expression qu'il nous nommait. Là, lui, il était capable de lever le hood, lui, puis d'aller voir le moteur directement. Alors, je vois l'image. Parfait. Donc, on arrive justement au mandat de la DVIEP en lien avec CASA, qui débute avant votre arrivée à la direction, mais vous êtes déjà à la SAQ, oui. Donc vous êtes déjà à la société. Donc, avant votre arrivée à la DVIEP, à la direction de la vérification interne et de l'évaluation de programme, qu'est-ce que vous savez du projet CASA? Ce que je savais, je l'avais entendu quand j'étais dans le bureau du vice-président Finances. Donc, moi, je suis arrivé là en 2012. À l'époque, quand je suis arrivé là en 2012, ce qui circulait, c'était le plan de pérennité. Ça, c'était le projet qui était sur la table, qui était déjà commencé en termes de planification. Et le vice-président au TI, à l'époque, était M. Michel Léveillé, à l'époque. Alors, à ce moment-là, moi, quand Yves Frenette, par exemple, revenait de ses comités de direction SAAC, lui-même, Yves, dans la vice-présidence, avait son comité de direction, que moi, j'organisais avec lui, évidemment. Alors, je pouvais et j'étais en mesure de suivre ce projet-là. Et puis, comme par exemple, à un moment donné, il y avait eu de l'étalonnage ou du benchmark pour aller voir. Alors, j'étais là, j'avais accès aussi à des documents. Donc, en 2012, moi, j'arrive au bureau de Yves, j'entends parler beaucoup du plan de pérennité. C'est le gros dossier qui est à venir. Donc, c'était le dossier pour la transformation majeure. À un moment donné, rapidement, là, j'oublie un peu les dates, mais c'est entre 2012 et le début de 2013, Yves m'informe que le vice-président TI de l'époque, M. Michel Léveillé, a annoncé sa retraite de façon abrupte. Alors, moi, connaissant Yves, je questionne un peu, non? Pourquoi? Il dit, écoute, finalement, en fait, la haute direction ne souhaite plus aller vers un plan de pérennité avec un développement maison. On souhaite aller plus vers un outil PGI, donc logiciel de gestion intégré, qui était déjà développé. Alors déjà, les premiers balbutiements de tout ça semblaient indiquer qu'un PGI, ce serait moins cher. Ça devait être disponible beaucoup plus rapidement aussi qu'un développement maison. Alors, moi, j'avais décodé à l'époque que le VPTI, évidemment que lui, c'était pas son plan de match à lui, donc il avait déclenché de partir.
Suite à ça, donc en 2013-14, moi je suis à la vice-présidence toujours. Quand je reviens en 14, j'occupe différentes fonctions, donc je ne suis plus directeur au contrat, mais je suis quand même là-dedans. Je travaille au RH pour aller les aider. Au début, il y en a qui trouvaient ça drôle un peu d'avoir un comptable qui se ramasse aux ressources humaines. J'ai eu énormément de plaisir là, puis ça a été fort utile, autant pour eux que pour moi. Alors là, à ce moment-là, 13-14, le mot PGI était un mot tabou. Moi, j'ai assisté à des rencontres, là, puis quand on osait parler d'un PGI, « parle pas de ça tout de suite, on n'est pas rendu là » ou bon. Et jusqu'à temps que le PGI, que la société prenne un positionnement officiel vers le PGI au début 2015. Voilà. Alors, c'est comme ça que moi, j'ai entendu parler du projet, autant à partir de Pérennité que jusqu'à PGI. PGI est devenu CASA, et quand je suis arrivé à la DVIEP, c'était pas un dossier qui était étranger pour moi. Alors, donc, quand vous arrivez à la DVIEP, le positionnement officiel est fait pour un PGI? Oui, moi, je suis arrivé en 2016. Parfait. Et votre direction est déjà mandatée en lien avec le suivi du projet CASA? Exactement. Parfait. Oui. Peut-être juste à haut niveau, parce qu'on va, on va le reprendre, mais au fil des années, là, quels ont été les mandats que la DVIEP a reçus en lien avec le plan de pérennité et par la suite le projet CASA? Alors, évidemment, pendant le plan de pérennité, le numéro du mandat, d'ailleurs, était daté de 2013. Donc, le premier mandat pour suivre pérennité datait de 2013. Ensuite de ça, il y a eu un mandat à partir du positionnement PGI, donc en 2015, qui avait été autorisé. On va peut-être juste identifier le document qui constate le mandat, si vous permettez. Parfait. Donc, 26 P71. Vous allez voir apparaître un document à votre écran. Et puis, bien que vous n'étiez pas directeur à l'époque, est-ce que c'est un document dont vous avez pris connaissance dans le cadre de vos fonctions? Donc, l'audit du plan de pérennité, oui. Comme je vous mentionnais, donc le numéro de mandat date de 2013. Oui. Oui, effectivement. Parfait. OK. Et donc, à haut niveau, là, quel était le mandat de la DVIEP en 2013 en lien avec le plan de pérennité? Bien, en fait, peut-être juste de descendre un peu, là, c'est que, sans tomber dans de la théorie, là, mais il y avait... On a une section portée du mandat. C'est ça. Donc, le mandat portait essentiellement, donc il y avait deux volets, ce qu'on a reconduit aussi, là. Il y avait le volet surveillance et il y avait le volet audit. On comprend qu'en audit, on est plus à posteriori, donc il y a certains... Dans certains cas, c'était fort utile, mais la surveillance nous obligeait à être sur le terrain pratiquement en temps réel. Donc, le mandat avait été bâti là, de cette façon-là. Et comme je pense que c'est Martin Lapierre, ça, qui l'a dit ici, les administrateurs ne voulaient pas regarder dans le rétroviseur, l'autre, ils voulaient regarder en avant. Donc, le fait d'être en surveillance, bien, ça leur permettait ça. Parfait. Puis, déjà en 2013, il y a 5 axes d'intervention qui sont définis, si on défile un peu le document. Sur la page suivante. Voilà. Donc, quels sont-elles, ces axes d'intervention? Bien, d'abord, ces axes d'intervention-là, peut-être de faire un petit rappel. Tantôt, quand on parlait des normes, on travaillait aussi avec certains référentiels reconnus. Je pense à COSO, COBIT. Bon. Alors, COSO étant un bloc de contrôle relié, en fait, à la vérification, et le COBIT est plus axé du côté de la gouvernance des TI et de l'audit des TI. Donc, c'est les deux principaux référentiels là, auxquels ODA avait référé, en fait, à l'époque avec son équipe. Et nous, on a reconduit ça. Donc, les 5 axes ici d'intervention approuvés, parce que dans ce mandat-là, tout ça avait été approuvé. Donc, il y avait des axes portant sur la gestion des risques, la gestion du projet, la gestion du contenu, la gestion du changement, ainsi que la gestion des bénéfices. Parfait. Donc, on couvrait, au niveau de la gestion du projet, donc on couvrait la direction du projet, la gouvernance et tout ça. Au niveau de la gestion des risques, bien, évidemment, tout ce qui peut être risqué dans une transformation majeure. La gestion du contenu. Donc, le projet avait été découpé, livraison 0, livraison 1, 2, 3, etc. Et la gestion du changement, évidemment, tout ce qui touchait à la formation, évidemment, ça bouscule beaucoup de monde là, quand on est dans une transformation majeure de ce type-là. Et la gestion des bénéfices, qu'on pourra peut-être reparler plus tard, là. Mais ça, on avait eu des bonnes discussions, en fait, à ce sujet-là. Parfait. Ensuite, si on prend la pièce... attendez, je vais prendre le bon numéro. 26... Tous ces axes-là
C'est tout en, excusez-moi l'expression anglaise, en live monitoring. Là. C'est tout fait en surveillance continue. Oui. Ça? Oui, tout à fait. Oui. Parfait. Ensuite, le mandat évolue en 2017. Oui. Et c'est la pièce 26P72. Donc, en quoi le mandat évolue en 2017? C'est juste ça. OK. Donc, en 2017, à partir du moment où... Peut-être montrer le contexte au complet à l'écran, s'il vous plaît, pour le témoin. Parfait. Donc, en 2017, quand le processus d'appel d'offres avait été complété, le contrat avait été octroyé. Donc, on se dirigeait vers la réalisation du projet. Alors, moi, j'avais demandé à ce qu'on actualise ici notre mandat pour différentes raisons, là, parce que les procédés ou la façon de suivre n'étaient évidemment pas les mêmes que pendant les processus d'appel d'offres. Parce que pour l'appel d'offres, on avait été sur le comité de sélection, par exemple. On avait eu des procédés spéciaux en lien avec l'acquisition. Alors là, on tombait dans la phase de la réalisation, donc on avait cru bon, justement, actualiser. Donc tout ça avait été autorisé par le comité d'audit. Parfait. Le contexte fait quand même référence à un mandat intermédiaire, si on va en 2015. Vous l'avez mentionné brièvement, là, donc en 2015, la DVIEP avait eu un mandat particulier en lien avec l'acquisition du PGI. Bien, j'ai pas focusé sur ça tantôt, mais la raison était fort simple, c'est que à partir du début 15, il y avait eu un positionnement PGI, alors qu'avant, on parlait du plan de pérennité. Mais essentiellement, l'audit n'avait pas changé. Évidemment que tant que les fournisseurs n'étaient pas connus, il y avait beaucoup de variables encore, donc qui n'étaient pas connus. Donc, c'était simplement ici de faire un rappel que la DVIEP était consciente qu'à partir de ce positionnement-là, que là, la game allait changer. Parfait. Et donc, le mandat de 2017 va perdurer jusqu'en 2022. Oui. C'est bien ça. Ou en 2022, le mandat va changer. Puis ça, on va y revenir dans le cadre de votre témoignage, mais peut-être juste identifier là, pour l'instant que le mandat de 2022 est la pièce 69P73, mais comme je dis, on est pas mal plus loin dans le temps, on va y revenir en cours d'interrogatoire. Donc ça, c'était les mandats en lien avec CASA. Et donc, vous faites de la surveillance en continu, vous faites aussi de l'audit, vous regardez aussi dans le rétroviseur en plus de faire l'audit en continu, mais et vous faites, ça prend quelle forme le mandat, ou en tout cas les rapports que vous en faites? Bien, on s'était donné une bonne marge de manœuvre de part et d'autre. C'est que, considérant le fait qu'on était en surveillance ou continu, bien, c'était pas utile et pertinent puis d'arriver toujours avec des gros rapports formels. Là. Puis de toute façon, il fallait communiquer de 2 à 4 fois annuellement. Alors, pour bien suivre. Alors, c'est là que les comités conjoints même avaient commencé à s'installer parce que les administrateurs s'étaient rendus compte que tout ce qui se disait au comité d'audit, parce que moi, comme auditeur, je dois me rapporter à mon comité de vérification. Mais là, je me rapportais là, puis là, eux avaient un petit problème parce que la VPTI faisait ses rapports d'étape, elle, du côté du comité des technologies. Moi, je communiquais. Alors, à un moment donné, là, c'était difficile là, quand ça remontait ça jusqu'au CA. Donc, c'est là qu'ils ont convenu de faire des comités conjoints. Alors, la marge de manœuvre qu'on avait pour ce qui est des communications, il y avait plusieurs véhicules possibles. Alors, Oda, elle, dans son temps, il y avait plus de présentations PowerPoint, donc c'est un peu plus détaillé. Hein. Nous, quand on a commencé, bien, on avait tenté de continuer avec les PowerPoint. Et là, Mme Tremblay m'avait demandé, écoute, on pourrait y aller avec des notes un peu plus exécutives, un peu plus résumées. Alors moi, je n'avais pas de problème pour ce qui est du véhicule. L'important pour moi, c'était pas le contenant, moi, c'était le contenu. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que en chemin, il y a peut-être quelques PowerPoint qui sont réapparus pour les besoins de la cause, mais normalement, donc, c'était présenté sous forme de notes. Et chaque fois, en fait, on s'est synchronisé aussi. Chaque fois que la VPTI sortait un rapport d'étape ou une reddition de compte, bien, nous, on arrivait, puis on passait le point suivant, puis on déposait nos notes. Parfait. Et donc, vous faites rapport au comité conjoint en lien avec le mandat d'audit par rapport au projet CASA. Mais est-ce qu'il y a c'est pas le seul comité du conseil d'administration auquel la DVIEP se rapporte? Bien, en fait, le comité conjoint est né à cause du projet CASA, mais moi, mon comité source, c'est le comité d'audit.
Alors moi, j'ai toujours continué. Il y a toujours eu des comités d'audit individuels qui se sont poursuivis, ne serait-ce que pour mes autres mandats. Alors, moi, j'avais à jouer sur ces 2 mandats-là. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, 5-6 comités d'audit annuellement, bien, il y avait ces 5-6 comités-là, plus 3-4 comités conjoints, par exemple. OK, parfait. Donc, on pourrait plonger dans les différentes notes. Oui. Qui est la pièce 26P74. Donc, qui sont déjà produites. Attendez, je ne suis pas dans la bonne pièce. Voilà. Donc, la première note, qui est une note du 17 juin 2014, qui est une note dont l'auteur est Mme Oda Abdel-Malak, votre prédécesseur, oui, comme vous mentionnez. On voit au 2e paragraphe de la note qu'elle précise le cadre méthodologique qui a été développé pour mener le mandat d'audit en lien avec le plan de pérennité. Oui. Vous y avez fait référence tout à l'heure, là, on le voit en parenthèse à la 2e ligne, COBIT et MBOC. Ce sont des référentiels que vous connaissez? Oui. Parfait. Et peut-être juste mentionner que, vous l'avez peut-être dit brièvement, mais on précise dans cette note l'étalonnage qui a été utilisé pour déterminer ces référentiels-là en lien avec d'autres grandes sociétés d'État. Oui. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Bien, évidemment, Oda, quand elle avait développé son mandat à l'époque, elle avait pris soin de se référer en fait aux principaux référentiels. Tantôt, je vous parlais du COSO, le COBIT et le PMBOK. Je n'ai pas le fin détail ici là, de ces référentiels-là, mais ça devient reconnu mondialement. Et elle avait bien pris soin aussi de faire un benchmark ou un étalonnage ici auprès d'organismes réputés là, dans les plus gros. Là, on parle de Revenu Québec, la Régie des rentes, qui est devenue Retraite Québec, la CSST, l'Auto-Québec. Donc, pour aller voir ce qui se faisait en audit interne. Donc, par exemple, Desjardins a un secteur en audit interne qui est très gros. Alors, Desjardins est une bonne référence. Et toutes les autres. Alors, Oda avait bien pris soin de se référer à ça avant de venir élaborer le mandat ici. Le mandat qu'on a vu tantôt, basé sur les 5 axes que moi, je vais reconduire à partir de 2016. Puis on a toujours vécu avec, justement, avec cette façon de faire-là, basée sur les 5 axes, jusqu'en 2022. Cette note est accompagnée d'une première présentation PowerPoint qui est identifiée là, de la même date, mais avec la lettre B. C'est les présentations PowerPoint auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure? Oui. En fait, à l'époque, Mme Tremblay et les administrateurs appréciaient beaucoup d'avoir une note synthèse qui venait présenter ce qu'il y avait dans le détail du PowerPoint. Alors, c'est pour ça qu'on avait à l'époque souvent les deux. Puis dans mon temps à moi, là, la plupart du temps, c'était seulement une note. Une note, parfait. Ouais. On voit à la page 6 du PDF la façon dont l'audit en continu va se mener, si je ne m'abuse. Couverture en mode surveillance, présence des auditeurs et des évaluateurs au plan de pérennité. Oui. C'est bien ça? Parfait. Oui. Et à la page 7 du PDF, on a un tableau de bord trimestriel de la DVIEP. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne ce tableau de bord? Okay. Ce tableau de bord-là va être abandonné, moi, quand on est arrivé. Là, mais par contre, on voit ici les 5 axes. Et puis, pourquoi moi je l'ai abandonné, c'est que la gestion des couleurs, je trouve ça toujours un peu dangereux. Ça peut être très, très large. Jaune, à un moment donné, ça peut devenir orange, ça peut être bon. Alors, oui, je veux bien jouer avec des couleurs, mais j'aime avoir aussi du contenu qui va venir préciser ce que c'est. Alors, c'est pour ça on n'a pas vraiment reconduit. Évidemment qu'on avait nos 5 axes, là, mais des tableaux de bord là, de ce type-là, nous, on ne travaillait pas souvent avec ça, contrairement à ce que la VPTI faisait. Eux, c'était à peu près uniquement ça. Tout était basé sur les couleurs, là, en fin de compte. Donc,
c'est un modèle qui peut donner un visuel rapide, oui. Évidemment, si je vous présente ça et que tout est au rouge, là, ça va nous frapper, OK, on comprend. Mais quand on est ici dans la nuance, là, le vert puis le jaune, bon, moi, je trouve que c'est pas très parlant. C'est un premier indicateur, ça peut être un complément, mais effectivement, ça, c'est quelque chose que je reconnais bien. Là, ouais. Parfait. Et il y a une deuxième présentation PowerPoint qui est l'état de situation à la mi-mai 2014 du plan de pérennité. Si on va à la page 10 du PDF, on va voir la page titre de cette deuxième présentation-là, qui est identifiée par la lettre C, toujours à la même date. Voilà. Si on continue de défiler, la page suivante. Ah, bien, attendez, non, je m'excuse. Revenons. On parle au premier PICO, approche de surveillance, d'audit et d'évaluation du plan de pérennité DVIEP Richter. Pouvez-vous nous expliquer ce que Richter Richter avait était devenu une référence, toujours dans l'élaboration du mandat. Alors, la firme Richter avait été consultée à l'époque par la DVIEP. Parfait. Et ensuite, on a l'organigramme de l'approche en surveillance du plan de pérennité. Peut-être juste, ensuite, on va... allons à la diapositive suivante. C'est un peu la forme qu'a pris le rapport, hein, la colonne préoccupation est déterminée par la DVIEP, c'est bien ça? Oui. Parfait. Puis ensuite, on a réponse de l'équipe du plan prise en charge. Oui. Ça, ce sont les commentaires de qui? Bien, la réponse venait du bureau de projet, alors donc de la VPTI. Parfait. Alors, tout ce qui est dans la colonne réponse venait principalement d'eux. Parfait. On ne va pas s'attarder à tous les axes, là, mais si on s'attarde à l'axe gestion de projet en 2017, gestion de projet, c'est la diapositive suivante. Qu'est-ce qui ressort comme les principales préoccupations? Qu'est-ce qui devrait attirer notre attention? Bien, évidemment, des choses qui se sont reproduites aussi là, sous mon règne, là. Mais déjà, à l'époque, il y avait une lourdeur au niveau de la reddition de comptes. Alors, autant nous, on nous demandait d'avoir des notes très, très synthétisées et très, très, très courtes, alors que l'équipe de projet ou la VPTI débarquait avec des présentations qui étaient assez longues, très, très longues. Donc, après ça, bien, la modalité de gestion et les indicateurs de gestion des blocs. À l'époque, dans le plan de pérennité, on ne parlait pas des livraisons 1, 2, 3, donc on parlait des blocs. Alors, c'était la façon qu'ils avaient pour diviser le projet. Il y avait déjà des préoccupations aussi au niveau du SGPE, là, système qui a été parlé ici. Et puis, incluant la valeur acquise, peut-être qu'on élaborera plus tard. La capacité en ressources humaines, bien évidemment, la société, comme plusieurs autres organisations, n'avait pas, comme on dit, in-house ou en fait à l'intérieur, les ressources, que ce soit en quantité et en expertise pour faire un projet d'une telle ampleur. Ça, c'était évident, puis c'est pas une cachette pour personne. Alors, partout où on parle des ressources humaines, bien, quand on va tomber, c'est sûr que même avec un développement maison, M. Léveillé aurait dû faire appel à des ressources externes aussi. Donc, ça, c'était déjà connu. Et pour ce qui est du PGI, bien là, on allait plus vers un clé en main, mais ça, on en reparlera aussi. Le chemin critique pour le plan, encore là, à cette époque-là, ça manquait de substance. Et le bureau de projet est composé uniquement de ressources externes. Ça, ici, au départ, le bureau de la VPTI, on comprend, il était en réorganisation aussi. Le bureau de projet venait de naître. Et bien, pour s'aider, M. Carl Malenfant avait des sous-contractants, donc il y avait des sous-traitants, pardon, qui travaillaient pour lui. Des noms qui sont sortis dans le témoignage de Martin Lapierre, là, entre autres. Donc, pour organiser son bureau de projet. Jusqu'au moment où, je pense que c'est en 2015, qu'ils ont embauché Sylvain Cloutier comme directeur du bureau de projet. Donc ça, je le souligne, on reviendra peut-être là-dessus plus tard. Mais alors, c'est un peu comme ça que le bureau de projet est né, mais le début du bureau de projet, donc, c'était des externes. C'est Sylvain Cloutier qui a pris ça en charge après ça. OK. Parfait.
Si on se rend maintenant à la diapositive, à la page 15 du PDF, on va s'attarder juste un peu à la gestion du contenu de la solution, qui était un autre axe d'intervention surveillée. Je suis toujours dans la même pièce jusqu'on va à la page 15. De gestion de projet, vous pouvez descendre. Encore. Voilà, c'est bien. Donc, qu'est-ce qui devrait attirer notre attention là, quant aux préoccupations identifiées en lien avec la gestion du contenu de la solution en 2017? Bien, en fait, c'est qu'à partir de là, la préoccupation était que tout ce qui touchait aux besoins d'affaires dans les différents secteurs, ce qui va être appelé plus tard les fameuses règles d'affaires, là, qui, semble-t-il, n'étaient pas claires, bien, à ce moment-là, déjà, on avait des préoccupations. Okay? Donc, les différents besoins dans les différentes vice-présidentes. Donc, ça devenait important que chacun détaille de façon la plus précise possible en vue de faire des appels d'offres ou en vue d'aller vers le marché pour aller chercher les bonnes personnes pour pouvoir faire ça. En réponse, donc, pour intégrer les besoins futurs, l'équipe Bloc-Ben donc procédera au recensement des besoins pour un... Bon, donc, c'est une réponse qui est assez classique, là, mais évidemment, il y avait déjà des préoccupations parce que pour aller chercher cette expertise-là, compte tenu de l'ampleur du projet, c'était pas simple en partant. Donc, à cette époque-là, ODA était déjà préoccupé par ça. Parfait. Puis, vous n'étiez pas à la DVIEP là, à ce moment-là, non. À la DVIEP. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en mesure de nous parler avec autant de précision et d'acuité des constats qu'avait fait votre prédécesseur à la direction? Quand je suis arrivé, en fait, en 2016, évidemment, il y a eu une petite période de transition entre ODA et moi. Donc, il a duré quelques semaines, là, de mémoire. Là. Alors, ODA m'a partagé à plus haut niveau, donc les différents dossiers, notamment CASA. Et par la suite, bien, j'ai eu la chance de compter sur Mme Lucie Paradis pendant un an, à peu près un an, pour tous les fins détails qu'il y avait dans la direction. Et, bien, en même temps, évidemment, à mon arrivée, j'ai fait connaissance de Martin Lapierre, qui, lui, était déjà là depuis 2014. Alors, Martin et moi, on a eu un fit, comme on dit, rapide, et Martin m'a mis à niveau. Martin m'a rendu intelligent au niveau de ce dossier-là rapidement. Martin avait déjà tout ça. ODA m'en avait parlé aussi. Alors, ça a été quand même assez rapide pour que ma mise à niveau se fasse. Donc, c'est pour ça que tout ce que vous me présentez là, tous les dossiers qui datent à partir de 2014 et 2015, je les ai lus, je les ai vus à l'époque, puis on les revisitait aussi. Parce qu'on va se rendre compte aussi, l'histoire va venir confirmer, en fait, un certain nombre de points qu'il y avait là-dedans. Ensuite, il y a un autre rapport qui est fait le 3 décembre 2014. Je suis toujours dans la pièce 26P65. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, c'était des redditions de comptes, des avis 2 fois par année qui étaient donnés au... En moyenne, c'était entre 2 et 4 fois par année. En moyenne. Donc, si on va à la présentation du 3 décembre 2014 au comité conjoint, c'est composé de 2 présentations, là. Une présentation de l'état de situation, de la vérification du plan de pérennité, et on a un document complémentaire des préoccupations. On va sauter immédiatement là, à la présentation B, donc des préoccupations complémentaires, qui débute à la page 27 du PDF. Vous êtes toujours dans la même pièce? Oui, je suis toujours dans la même pièce. 26P65. Donc, on voit la page titre ici de la présentation dans laquelle on va plonger. Puis, on va se rendre à la page 35 du PDF. Qui est la page... c'est trop petit pour moi. La page 9 de cette même présentation-là. Donc, on a mentionné tout à l'heure que rendu à ce moment-là, le positionnement PGI
est en discussion en 2014 ou même est acté. Donc, la DVIEP fait quelques recommandations ou fait part de certaines préoccupations en lien avec le positionnement PGI. Pouvez-vous nous en parler? Donc, pendant que le positionnement PGI était en cours, donc on est en 2014, là, le positionnement va venir se confirmer en 2015. Alors, les points positifs, donc, à cette époque-là, comme je disais tantôt, la DVIEP n'était pas juste là pour les points négatifs. Là, quand il y avait du positif, donc, ils étaient évidemment nommés. Donc, les intervenants affaires et TI sont impliqués. Okay. Les représentants du PGI sont compétents. L'utilisation d'un PGI peut contrer le manque d'expertise. C'est une préparation au changement. Donc, ça demeure un peu théorique, là, quand même, en fait, à ce moment-là, mais bon, c'est possible, compte tenu de la démarche qui était débutée. La DVIEP est en surveillance, entre autres, sur le volet contractuel. Alors, évidemment, la DVIEP tenait à s'assurer que tout était conforme, en fait, à ce niveau-là. Et la capacité d'adaptation des processus d'affaires au PGI. Ça, ici, c'est majeur, parce que même si on a un bon outil, mais que les équipes en place ne sont pas capables de le faire rouler, ça ne fonctionnera pas. La révision des bénéfices dans un contexte de PGI, ça, on a audité ça à fond, je dirais. Ensuite, la gestion du changement et la disponibilité de l'expertise PGI. Donc, quand on fait référence ici à la disponibilité de l'expertise PGI, bien, l'histoire va démontrer aussi que SAP n'était pas présent ici dans la région de Québec à l'époque. C'était quand même assez nouveau. Donc, c'était derrière ça ici, là, dans ce qui était... Même s'il n'y avait pas de positionnement encore, bien, les gens de la vérification savaient déjà que des plateformes, il y avait SAP, il y avait Oracle là, parmi les principales, puis, mais il n'y en avait pas des tonnes. Là. Alors, c'est pour ça que ce point-là était là ici. Parfait. Ensuite, il y a eu une autre présentation de fait le 18 février 2015. On est toujours... Vous pouvez juste monter des marges de positionnement du PGI. Là. Pardon, oui. S'il vous plaît. Alors, des travaux additionnels permettront d'apprécier cette démarche ainsi que le contenu des dossiers d'affaires, puisqu'on est trop tôt dans le processus, c'est ça? Exact. Oui, monsieur le commissaire. C'est ça. Ce qui nous amène donc à la présentation du 18 février 2015. Si on peut y aller à la présentation du 18 février 2015, toujours dans la même pièce. Vous avez normalement un signet. Je m'attendrai à voir la page couverture de la présentation. Je peux mettre Thibault si vous pouvez aider avec le numéro de page. « 41, merci. » Quelle date encore? 18 février 2015? Oui, c'est la page 41. Quelques pages qui suivent. Oui. Très bien. Donc, si on peut défiler. Alors là, on est en état de situation pour le mi-janvier 2015. Oui, exactement. Donc, on parle de façon générale là, de la démarche PGI qui correspond aux bonnes pratiques. Si on va à la page suivante, on parle des préoccupations. Donc, on voit hein, la DVIEP souligne les bons coups avant d'aborder les éléments qui la préoccupent. Donc, qu'est-ce qui préoccupait la DVIEP à ce moment-là avec l'idée d'aller vers un PGI? Bien, il y avait beaucoup de documentation qui existait déjà, en fait, à cette époque-là. Je ne vais pas parler pour ODA, mais on a retrouvé toute cette documentation-là aussi là, par la suite. Mais quand on parle d'un PGI dans un gros projet comme ça, évidemment que ça ne se fait pas sans risque. Donc ça ne peut pas être plus clair que ça. Une étude récente, dont Panorama, donc il y avait des firmes conseils où il y avait des références donc, qui pouvaient démontrer qu'il y avait, dans la plupart des cas, des dépassements de coûts importants. Ça pouvait être de l'ordre de 50 %, ça pouvait être même plus que ça. Donc, encore là, on est encore ici dans de la théorie un peu, on expose, voir ce qui s'est déjà fait ailleurs et tout ça. Donc, lors du positionnement,
Évidemment, la DVIEP a réévalué ses risques au niveau de son mandat, à savoir que maintenant, on ne parle plus d'un développement maison comme Pérennité était, mais si on va vers un PGI, encore là, ça va dépendre de la plateforme, ça va dépendre de qui va être l'équipe, qui deviendra l'alliance, etc. Donc, il y avait déjà des préoccupations ici là, qui étaient nommées. Mais à ce moment-là, bien, évidemment, autant du côté de la PCD que du côté des membres du Conseil, bien, ils recevaient ça comme des informations un peu théoriques, là, parce qu'on était au début. Là, on était au début. Mais il y avait quand même eu des présentations parce que pour se diriger vers un positionnement PGI, alors qu'au départ, on était dans un mandat de pérennité, bien, évidemment qu'il y a eu beaucoup de discussions. Là. C'est pas arrivé comme ça. Là. Donc, pour que la décision se prenne, les membres du CA se sont fait convaincre par le comité de direction, ce qui est tout à fait normal quand on veut amener un projet. Donc, ils ont accepté les différentes présentations puis toutes les hypothèses de coûts qui sont derrière ça ici, derrière le positionnement. C'est ça. Mais la DVIEP amenait 2 études, hein? Une qui est en annexe 1, qui est, si on défile là, après la présentation, on va trouver l'annexe 1, page 30, 38. Donc, qui est une étude de McKinsey menée en 2010. Donc, qu'est-ce que cette étude mettait en lumière, là, à très haut niveau, en lien avec les PGI? Peut-être de descendre un petit peu, s'il vous plaît. Ouais. Alors, comme je vous mentionnais tantôt, là, concernant les fameux dépassements de coûts, là, donc c'est un peu ça qui est démontré là, ici. En moyenne, 45 dépassent leur budget, 7 leur délai, tout en livrant 56 de moins que la valeur prévue. Ça, j'y reviendrai plus tard là, dans l'histoire, là, parce que évidemment que là, on a pas mal de stock. L'histoire s'est concrétisée. Hein? On sait qu'un risque, c'est la probabilité qu'un événement défavorable survienne, mais là, le risque s'est comme matérialisé. Là. Alors, on pourra revenir, mais c'est essentiellement ça. Mais à l'époque, on est à faire son travail d'identifier des risques et de sensibiliser le conseil d'administration et la direction aux risques qui viennent avec son choix de PGI. Oui, tout à fait. Et vous joignez une deuxième étude, qui est l'annexe 2, qui est à la page suivante. 40, la page 40. Toujours de la même pièce, 26P65. Donc, qui est une étude de la firme Panorama. Et donc, qu'est-ce que met en lumière cette étude? Donc, Panorama, donc, qui est une firme spécialisée, une firme conseil donc, dans les PGI. Ses clients, donc, comme c'est mentionné ici, proviennent autant du secteur privé que du public. C'est important ici. Donc, c'est une firme indépendante, n'ayant aucun lien de dépendance avec l'un ou l'autre des éditeurs de PGI. Alors, on tombe rapidement dans le compte-rendu ici et on voit, encore une fois, donc, les pourcentages de dépassement de coûts planifiés, les pourcentages de dépassement de la date de fin planifiée, pardon, ainsi que les pourcentages d'obtention de 50 au moins des bénéfices anticipés. Alors, tantôt, là, ici, on parle des bénéfices anticipés, mais juste un peu plus haut, tantôt, on parlait de tout près de la moitié de livraison par rapport, en fait, à ce qui avait été commandé. Si je peux le résumer, là, c'est ça, tout à l'heure, on disait on va avoir 50 de ce qu'on voulait. Voilà. Alors puis ça va avoir 50 des retombées qu'on souhaitait. Voilà. Alors qu'ici, bien, les pourcentages des bénéfices anticipés, là, obtention de 50 ou moins. Évidemment, là, l'histoire nous confirme qu'ici, on est rendu dans le négatif. Là. Donc, on est loin de là même, là, en termes de... C'est ça. Voilà. Mais encore une fois, à cette heure-là, à ce moment-là du projet, on dit c'est probablement les éléments sur lesquels on devrait avoir un œil plus particulier parce que
l'expérience démontre que ces risques-là se matérialisent dans bien des cas. Exact. Parfait. Puis, ce qui est derrière ça, c'est le fameux triangle aussi dans la gestion de projet, là, le fameux triangle. Donc, il y a une patte qui parle de la portée. On peut inclure la qualité là-dedans. Il y a une patte qui parle des délais, puis il y a une patte qui parle des coûts. Sitôt qu'on touche à une de ces variables-là, les autres sont forcément impactés. Alors, ce qui est derrière ça, c'est ça aussi, là. Monsieur le commissaire, je vois qu'il est 10h50. Je vous proposerais peut-être de prendre la pause du matin. Oui, alors, les moins 10, alors, de retour à 11h15. Parfait. Merci. Veuillez vous lever.